Je suis extrêmement gêné par l'utilisation du terme de prédiction. Autant la prédiction est exacte au niveau collectif, au niveau épidémiologique, autant au niveau individuel, c'est juste un mensonge. Et donc on utilise autant cette notion de prédiction, y compris dans les sociétés, une société qui s'appelle PrediLife par exemple, autant on induit dans la population générale une notion qui est fausse et qui est un mensonge et qui me gêne considérablement. Pourquoi vous dites mensonge, s'il vous plaît? Parce que prédire, c'est prédire. On ne prédit pas au niveau individuel. Est-ce qu'avec votre image, vous allez prédire un risque, vous allez prédire une possibilité, une probabilité? On prédit un risque, ouais. On prédit une probabilité. Non, il n'a pas raison. Non, je suis désolé. Non, il y a un risque. Un risque, c'est un fait objectif. Vous avez 47% de risque dans une population générale, sans tenir compte de votre cas particulier, de faire telle maladie. C'est un fait objectif. Pourquoi c'est pas un mensonge? Parce que c'est pas la manière dont c'est entendu. Quand on me dit je vous prédis que vous allez avoir, tel problème, je me dis je vais avoir tel ou tel problème. Je ne dis pas j'ai la possibilité de. Non, mais ne simplifiez pas les choses. Personne ne va dire que ça. On va dire monsieur, vous avez, on a regardé vos muscles. Où on a regardé votre densité osseuse, vous avez un risque tant de faire une fracture si vous tombez, ou voilà. Je m'excuse, mais ça c'est un fait objectif. C'est pas le. Les gens comprennent que. Ah non, mais ça c'est autre chose que les gens comprennent, mais moi je vois mon point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme, mettons, la météo. C'est comme la météo, vous voyez. Quand vous voyez sur votre téléphone 30% ce qui pleuve, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir 30% de votre journée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'épidémiologie de base, mais je veux dire, les radiologues ne sont pas épidémiologistes, c'est normal. Donc, quand vous regardez votre téléphone, vous ne pouvez pas vous dire, bon, bah, zut, 30% de ma journée, il va pleuvoir. Non, vous avez 30% de chances qu'il pleuve. Et donc, pour un individu donné, si vous voulez, bien sûr que son risque calculé par rapport à la population, il va être de 70%. Mais ça n'empêche que, moi par exemple, j'ai une dame de 88 ans que je suivais depuis des années, qui a fait une fracture du col du fémur engrainée, et le service de gérontologien de Paul Brousse, des universitaires formidables et éthiciens en plus, ont mis 4 jours à accepter le diagnostic de la psychiatre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas été capables de me montrer la radio. Bon, d'accord, ça se voyait sur la radio, mais ils ne l'ont même pas regardé parce que ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Parce que cette dame de 88 ans, eh bien, elle n'aurait pas dû faire une fracture de jeune motard. Et puis après, ils ont fait un faux intellectuel en faisant semblant que la fracture est mieux. Bon, donc vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme quand vous regardez la météo, le pourcentage de pluie de la journée sur votre téléphone. Et vous, juste, Sébastien, vous confondez, pour moi. Pardonnez-moi. Mais vous confondez pour moi. Il y a des choses plus importantes. Vous avez fait un discours sur une conférence très très intéressante. Quand je suis arrivée à la fin, il y a plein de gens qui ont des questions. Laissons tomber. Non, c'est pas. Non, je pense que c'est un point crucial. C'est pour ça que j'insiste. Pour moi, il y a le risque qui est un fait objectif. Le risque, c'est un fait objectif. Sur la population. Oui, c'est un risque général, non adapté, non personnalisé. Voilà, non personnalisé. Et ce qu'en font les gens, ça c'est autre chose que la perception des personnes. Ça, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Oui, je suis d'accord. Justement, j'avais une question à ce sujet sur cette information de risque, ou plutôt au niveau individuel, peut-être une notion de probabilité, et toute la difficulté de comment un patient ou un individu va pouvoir gérer cette information. Qu'est-ce qu'on fait cette information quand on vous dit vous avez 14% de développer telle maladie, vous avez 28%, est-ce que 28% mathématiquement c'est plus important que 26%? En réalité, pour un patient, est-ce que c'est la même chose? Et puis la question de cette maîtrise des informations mathématiques, probabilistes, elle n'est pas partagée par toute la population. On a pu le voir pendant le Covid. Il y a une connaissance mathématique qui n'est pas forcément très partagée, notamment dans les populations défavorisées. Et comment transmettre une information probabiliste à des personnes qui ont des niveaux en mathématiques qui sont faibles et
ça risque de ne pas s'améliorer quand on voit le niveau général en mathématiques. Donc, en gros, comment gérer cette information et qu'en faire, en fait? Comment on peut manipuler cette information, utiliser cette information? Alors, de mon point de vue, il n'y a pas une réponse unique. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. La première chose, c'est est-ce qu'on peut proposer quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a une prévention à faire? S'il y a un risque de fracture liée à l'ostéoporose, on peut proposer un traitement, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, il y a une vraie implication. Donc si on détecte une probabilité de fracture ostéoporotique importante parce qu'on détecte l'ostéoporose, il y a quelque chose à proposer derrière. S'il n'y a pas de choses à proposer, peut-être que l'approche sera différente. Ensuite, il faut effectivement peut-être pas forcément donner tous ces chiffres aux patients, mais en tout cas, il faut les intégrer dans ce que je disais, une approche globale du patient. C'est-à-dire que c'est un élément parmi d'autres qui va nous guider dans la meilleure façon de prendre en charge ce patient. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut chaque chiffre le prendre indépendamment du reste. Il faut vraiment l'intégrer dans une approche globale. Et effectivement, on ne sait pas toujours dire ce risque de 28%, qu'est-ce que ça représente par rapport au patient d'à côté qui a un risque de 15%. Mais c'est un élément qu'on va prendre en compte dans l'approche globale du patient. Et donc oui, on évalue une probabilité de survenue de quelque chose. On n'est pas dans prédire ce qui va arriver demain. On n'est pas en train de faire la météo sanitaire du patient, ça on est bien d'accord. Et probablement que dans la façon dont cette information est transmise, il y a un rôle très important de nous médecins pour justement ne pas donner une mauvaise information aux patients et une mauvaise perception par le patient de ce message. Effectivement, le terme imagerie prédictive peut-être peut induire cela, mais c'est notre rôle dans ce cas-là d'expliquer aussi ces anomalies que l'on relève, que ce soit dans l'imagerie d'opportunité ou dans l'imagerie prédictive lorsqu'une maladie est déjà là, d'expliquer au mieux aux patients ces éléments que l'on obtient. Puis, moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas... Je veux dire, vous avez raison, le patient, on a besoin d'un certain niveau de connaissance pour interpréter les chiffres, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas infantiliser non plus complètement les patients et savoir que, au fur et à mesure que les pratiques vont évoluer, les connaissances vont évoluer dans la population générale. Ce n'est pas négligeable. Vous avez, par exemple, on sait, les gens qui fument, par exemple, ils savent que leur probabilité de faire un cancer du poumon est très élevée. Ça ne les empêche pas de fumer, tout ça. Donc, vous savez qu'en roulant très vite, vous avez un risque d'accident très élevé. Moi, je sais qu'en prenant mon vélo, je prends un risque et je vis avec. Chacun, il n'y a pas d'un côté une vie sans risque, sans connaître, sans rien savoir, et de l'autre une connaissance tout d'un coup des risques qui fait peur. Vous voyez ? Et puis il y a une valeur éducative. Vous passez un scanner en 2020, vous en repassez en 2024, vous voyez que votre chiffre d'ostéoporose augmente. Peut-être que la personne va se dire non, moi, cette fois-ci, je vais me bouger, je vais faire quelque chose. Donc il y a aussi un côté vertueux à tout ça. Le seul problème, c'est effectivement, c'est de manier ça avec des pincettes, savoir comment présenter les choses, quel est vraiment l'intérêt public d'une chose et d'une information et pas l'autre. Mais moi, je crois aussi beaucoup à l'éducation générale, ça va venir. On va maîtriser des choses comme la quantité de muscles que l'on a. On saura qu'on a... Vous avez sur votre téléphone, vous regardez combien vous avez de pas par jour. Ça utile. Tiens, j'ai moins de pas par jour que l'année dernière. On se met à marcher un peu plus, un petit peu. Puis si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer comme ça, peu à peu, et qui auront un effet bénéfique perçu par le patient. Après, autre chose est la politique de santé, de rappeler par exemple ceux qui ont un nodule pulmonaire de plus de 3 mm, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose qui s'évalue, qui est très difficile. Ça c'est très difficile. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une articulation importante avec l'éducation, parce que pour reprendre l'exemple que vous donnez, quand on fume, on augmente le risque de cancer des poumons. Plein de personnes qui n'ont pas de connaissances, un tout petit peu, qui n'ont pas de notion de probabilité, vont dire oui, mais je connais mon voisin qui fume depuis 60 ans, il n'a pas de cancer. Et donc c'est juste pour vous dire que ces notions de probabilité, c'est des notions de base pour comprendre ça, et que ces notions de base, elles ne sont pas forcément partagées, et donc ça pose un souci aussi au niveau collectif, et donc ça pose des questions au niveau de l'éducation. On
l'enfumage, la fabrique du doute, avec, moi j'étais chercheur au centre, il y avait à Londres un pourri psychologue qui a vendu pendant des décennies, c'était un pape de la psychologie, parce qu'il n'était pas psychanalyste, c'était un scientifique, et il était corrompu par l'industrie du tabac, et il a vendu le fait que c'était la personnalité A ou je ne sais pas quoi, la personnalité anxieuse de l'homme, radiologue, vous voyez, qui travaille beaucoup, très intelligent, etc. Et alors c'était ceux-là qui faisaient des cancers, et donc le cancer était psychogénique et c'était pas du tout le tabac. Et cet homme-là, il a fallu qu'il parte à la retraite pour que les gens, il y avait 2 psychiatres extrêmement brillants qui ont perdu leur carrière et l'un s'est reconverti en prévention du suicide là-haut en Écosse ou je ne sais pas où. Et c'est seulement l'année dernière, il y a 2 ans, que le président, enfin peut-être il y a 4, le président du Royal College of Psychiatry a reconnu que quand même les Londoniens n'avaient pas été très bons sur l'enfumage de l'industrie du tabac. Donc il y a aussi cette corruption qui compte et les gens ont quelquefois pas confiance parce qu'il y a le procès du Mediator, parce qu'il y a des choses comme ça. Et moi je n'aime pas du tout que l'on méprise les patients parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne savent même pas la différence entre un risque absolu et un risque relatif et qui font peur aux gens sur des risques relatifs qui semblent grands. Mais je veux dire, le cancer du sein de l'homme, même si un médicament l'augmente de 2000%, ça m'inquiétera moins, vous voyez, que quelque chose qui peut tuer des enfants qui ont la drépanocytose. Donc voilà. Ces trucs-là, c'est pas seulement les patients, les médecins, des fois... On peut avancer, s'il vous plaît, parce que... Désolé. Bonjour, excusez-moi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est dans la manière de délivrer l'information aux patients. Et je pense que par rapport à ça, le rôle du radiologue, ça risque de faire basculer le radiologue sur un temps d'interprétation actuel qui est très long, à le faire revenir peut-être sur un temps patient avec une information qui sera nécessaire pour clarifier le risque éventuel que le patient peut présenter. Alors vous avez vraiment raison, le temps d'information est absolument indispensable. Encore une fois, on est devant des éléments extrêmement variés. Il va falloir prendre le temps d'expliquer cela aux patients. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense vraiment que le radiologue doit être au cœur de ce dispositif, puisque c'est lui qui maîtrise les outils qui permettent d'extraire tous ces biomarqueurs de l'imagerie, et c'est lui qui est le plus à même de les interpréter, évidemment en lien avec ses collègues cliniciens qui prennent en charge le patient, mais il doit vraiment être au cœur de ça, et donc il y a un temps d'information qui est absolument indispensable pour le patient, ça c'est certain. Moi je ne partage pas ton point de vue, pardon. Non. D'abord, parce que je ne crois pas que D'abord, il faut être réaliste. Les radiologues ne voient plus les patients. Oui, mais justement... Les radiologues ne voient plus les patients et ils ne verront plus les patients. C'est malheureux. Moi, c'est ma conviction. Hein. C'est malheureux, mais on ne va pas en arrière. On va pas en arrière dans ce monde. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et je pense que dans le domaine de la prédiction, il faut un professionnel de la prédiction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un justement, fort de vos remarques, quelqu'un qui maîtrise ces notions. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, à un radiologue, de maîtriser ces notions de risque, l'approche psychologique de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent accepter une information, d'autres qui ne peuvent pas accepter. Il faut à chaque personne personnaliser même l'information que vous donnez. Donc, je pense que le radiologue et le médecin en général, oui, mais je pense qu'il n'est pas armé pour cela. Il n'est pas armé pour cela. Et je pense que le risque, ça ne sera pas que le risque radiologique, ce sera un risque global. Et je pense que ce sont des personnes spécialisées là-dedans qui définiront la prédiction. Max Planck, qui s'appelle Gegen Reser, c'est un chercheur du Max Planck qui explique remarquablement bien. Il a fait des études dans des classes d'écoles élémentaires en Afrique, partout. Il arrive à expliquer aux enfants. Et c'est un génie, à mon avis.
psychologue au Max Planck en Allemagne. De toute façon, le débat est ouvert, mais moi je pense que les radiologues doivent quand même continuer à voir les patients. Par contre, il y a un vrai problème de formation des radiologues. Il y a un vrai problème de formation des radiologues à la maîtrise de ces outils et à la communication. Et ça fait partie de notre formation. On n'a plus beaucoup de temps pour cette session. Oui, merci beaucoup pour toute cette matinée qui est passionnante. Je ne sais pas si Dominique a levé la main aussi, mais moi je travaille dans une consultation de génétique et je trouve que l'articulation entre la radiologie et la génétique et la notion de risque est passionnante. Alors, je pense qu'il y a un problème de sémantique, dans le sens que la notion de la radiologie prédictive, ça évoque la question, l'image de l'oracle, et qu'il y aurait à chercher un autre mot qui pourrait être la radiologie de la prévision ou la radiologie de l'anticipation, parce que le mot prédiction est connoté de quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui ne peut que survenir d'une manière dramatique. Nous, en consultation des génétiques, avant, au début, il y a 30 ans, on appelait la médecine prédictive, le test prédictif. Et aujourd'hui, on ne les appelle plus les tests prédictifs parce que la sémantique véhicule aussi quelque chose de l'ordre d'une condamnation. Donc maintenant, on les appelle des tests présymptomatiques. Je ne sais pas, Dominique, si toi, tu es d'accord. Oui, tout à fait. J'allais dire un mot dans ce sens, c'est que le terme de médecine prédictive, on doit à Jean Dosset et Jacques Ruffier dans les années 70, où ils étaient partis, donc c'est la découverte d'HLA, HLA B26, spondylarthrite ankylosante, et il était parti de, je dirais, c'est le prix de son enthousiasme, c'est la conséquence de son enthousiasme, on va pouvoir prédire et prévenir. Et le terme médecine prédictive est pas du tout approprié, il est terrible, quand en fait, ce que l'on veut, c'est une médecine préventive, c'est la prévention, votre leitmotiv. C'est pas le terme de médecine prédictive. Mais il y a des mots qui enthousiasment. On parle même de droit prédictif. Alors, bien sûr, la médecine prédictive en génétique. Et donc, le mot est inapproprié. Mais il y a des mots qui ont un côté marketing extrêmement formidable. Je pense à la médecine personnalisée aussi. C'est très tendance, la médecine personnalisée. Quand, en fait, c'est une médecine de précision, de stratification des patients qui semblent avoir la même maladie. Donc, c'est le prix des mots. C'est pas approprié, mais c'est pas grave, il faut le savoir. Et ce qui est important, ce qui est pas grave. Ce qui est important, c'est que pour les personnes qui se risquent, les médecins qui se risquent à la radiologie prédictive, aux généticiens, on n'en parle même pas, il faut qu'ils aient conscience de tout ça et qu'ils reviennent toujours vers le patient, vers la personne, d'ailleurs, qui n'est pas forcément malade. Hein. C'est pas parce qu'on lui trouve quelques plaques d'athérome que ça en fait un grand malade. Donc, et c'est ça qu'il faut arriver à, je dirais, à dépassionner et à accompagner. Je pense. Camille vous dirait que c'est ajouter au malheur du monde. Je suis bien sûr. Après, je ne parlerai plus de toute la vie, mais je dois faire un petit correctif. Le professeur Gerd Legenreiter n'est plus au Max Planck parce qu'il a passé la limite d'âge et maintenant il a post-dam. Au Harding Center for Risk Literacy, mais faites une photo sur votre téléphone, je ne vais pas vous demander votre email, faites une photo et invitez-le au congrès de radio. Donc je dis ça pour ne pas vous demander votre email, faites une photo avec votre téléphone et Alors, pendant que la photo est faite, je m'immisce. Non, je voudrais juste faire le commentaire suivant. On n'a pas parlé de clinique. On n'a pas beaucoup parlé de clinique. Or, un patient, c'est un tout et c'est un contexte. Donc, on ne va pas du tout gérer la même carte de prévention si le patient a 12 de tension ou s'il a 21 de tension. Donc, je pense que je ne vais pas m'étendre, mais à un moment donné dans les organisations, que ce soit le radiologue qui parle au patient parce qu'on pense que c'est l'avenir ou qui ne parle jamais au patient parce qu'on pense que ce n'est pas son rôle, peu importe, il faut un coordonnateur, un chef d'orchestre du patient dans sa singularité et dans son contexte pour lui dire ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il va prendre des statines, est-ce qu'il ne va pas prendre des statines? Ça dépend de son contexte.
Donc je voulais juste le rappeler.